Ce diaporama a pour objet de présenter les arguments en faveur de l'utilisation de la musique ou de matériel musical dans la remédiation des élèves souffrant de troubles d'apprentissage. Nous parlerons à cette occasion de Musadis, une méthode qui a été éprouvée au cours de ces 3 dernières années sous l'égide de l'ARS, du CNRS et de l'Académie d'Aix-Marseille. Ce thème de l'utilisation de la musique pour remédier aux troubles d'apprentissage n'est pas nouveau. Il a même connu ces derniers temps un indéniable succès médiatique, comme on en voudra pour preuve les innombrables témoignages et initiatives autour de la musique chez les enfants en difficulté, avec des résultats plus ou moins convaincants sur l'utilisation de thérapies musicales dans différentes pathologies, dyslexie, troubles de l'attention, autisme, etc. Parmi toutes ces tentatives, peu ont été basées sur des données scientifiques indéniables. Ce que nous avons essayé de faire dans notre groupe, c'est de baser nos interventions sur, au contraire, des connaissances neuroscientifiques qui soient incontestables et des preuves d'efficacité qui soient reconnues de façon certaine. Alors, comment le cerveau apprend ou apprend mal, c'est ce que nous verrons pour commencer, en nous focalisant ensuite sur les effets de milieux socialement défavorisés sur les apprentissages, et finalement cette double peine que subissent les enfants qui ont des troubles 10 et qui sont issus de familles en difficulté sociale et culturelle. Enfin, nous présenterons rapidement Musadis, un protocole de remédiation à la portée de tous les enseignants. Comment le cerveau apprend ? Alors, il est important d'avoir en tête que le cerveau et le fonctionnement cognitif du cerveau est organisé de manière modulaire. Et nous verrons ce que signifie ce terme très important de modulaire. Pour ce qui est des troubles 10, on les définira comme des dysfonctions de chacun de ces modules en faisant un focus sur un thème qui a été très étudié par les neuroscientifiques ces dernières années, c'est la connectivité cérébrale et les anomalies qui ont été constatées dans les imageries cérébrales d'enfants avec des troubles d'apprentissage. Et enfin, on dira quelques mots des causes génétiques et de la façon dont s'exprime l'effet considérable du milieu sur ces apprentissages normaux ou anormaux. Alors, l'organisation modulaire, elle peut se représenter comme ceci, en 3 niveaux finalement. Un niveau central, qui sont les apprentissages fondamentaux, la lecture, l'écriture et le calcul, chacun correspondant à un module, c'est-à-dire un groupe de neurones et les connexions qui les relient, et qui réalisent des circuits spécifiques à la lecture, à l'écriture et au calcul à l'intérieur du cerveau. Chacun de ces circuits peut dysfonctionner et donner pour l'un la dyslexie, pour l'autre des dysgraphies et dyspraxies, pour l'autre encore la dyscalculie. Mais il existe également des compétences transversales, langage, mémoire, attention, motricité, espace, etc., qui peuvent également être altérées de façon séparée ou associée, et souvent associée avec l'altération des modules principaux. En effet, comme nous le verrons sur le schéma suivant, qui est une représentation aujourd'hui classique de ce qu'on appelle la constellation des 10, on considère que dyslexie, dysgraphie et dyscalculie, qui sont les 3 troubles fondamentaux, les 3 troubles qu'on appelle spécifiques du langage des apprentissages, s'associent volontiers à des troubles du langage oral, des troubles de la coordination motrice et des troubles de l'attention pour former ensemble ce qu'on appelle les troubles 10. Un peu à part sont la déficience intellectuelle et les syndromes autistiques, dont le syndrome d'Asperger qui est le plus connu, qui ne font pas partie des troubles 10, mais qui sont très souvent eux aussi associés. Encore que la déficience intellectuelle sorte du cadre des troubles 10, puisque la définition même d'un trouble spécifique est que l'enfant a une intelligence normale et qu'il est en difficulté malgré la normalité de son intelligence.
La connectivité cérébrale, que peut-on en dire à l'heure actuelle à la lumière des travaux les plus récents? Alors, les travaux les plus récents, ils ont abouti à la création, à la constitution de ce qu'on appelle le connectome, qui nous montre de façon très fine et très complexe, du reste, l'organisation des relations fonctionnelles et anatomiques entre les différents centres du cortex cérébral humain. Et ces connexions-là sont organisées en circuits, et chacun de ces circuits constitue un des modules qui peuvent être dysfonctionnels, par exemple dans le cadre de la dyslexie, dans le cadre de la dyscalculie ou de la dysgraphie. Un de ces faisceaux, de ces circuits les plus connus, est ce qu'on appelle le faisceau arqué, qui est dans la profondeur de l'hémisphère et qui relie des zones importantes pour le langage, dans le lobe temporal et le lobe frontal. C'est une structure clé de l'apprentissage du langage et de la lecture. Or, ce faisceau arqué est précisément considéré comme un marqueur précoce de la dyslexie. En effet, on a pu montrer, grâce aux techniques d'imagerie, que les enfants dyslexiques, même avant que leur dyslexie n'apparaisse, c'est-à-dire avant l'âge de la lecture, ont un faisceau arqué qui est moins bien développé que ceux qui ne seront pas dyslexiques. Or, encore, c'est ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, la cible principale de l'effet de la musique sur le cerveau est précisément ce faisceau arqué, comme on le voit ici, entre avant et après deux années d'apprentissage du violon. Un enfant de 8 ans structure de façon considérable son faisceau arqué, alors qu'un enfant qui n'a pas fait d'apprentissage musical n'a pas cette évolution mise en évidence. Alors, pour aller un peu plus loin, et pour rebondir ensuite sur le thème de l'effet de l'environnement, il existe en fait plusieurs circuits qui sont impliqués dans la lecture, qu'on peut prendre comme modèle. Un circuit dorsal que je viens de décrire, qui est celui du faisceau arqué, qui est moins développé chez les enfants à risque de dyslexie. Il s'agit du circuit qui permet de lire par les sons, on appelle également la voix phonologique. Et un circuit ventral qui permet de déduire le sens directement de la forme visuelle des mots, ce qu'on appelle lire par le sens ou la lecture sémantique, qui est beaucoup plus sensible aux effets de l'environnement, puisque ce circuit a été montré comme étant moins développé, d'autant moins développé que les enfants sont de milieux plus défavorisés du point de vue socioculturel. Alors pour commenter un peu plus en profondeur la notion du cas particulier des écoles en secteur socialement fragile, on soulignera le fait que l'incidence des troubles y est souvent doublée, voire triplée, donc c'est beaucoup plus fréquent dans ces milieux-là, que le dédoublement des classes de CP et de CE1 a unanimement été reconnu comme utile et permet en particulier le travail en sous-groupe, ce qui va être important lorsqu'il va s'agir de leur faire de la musique, qu'il y a une plus grande nécessité d'accompagnement de ces familles à cause de déficits d'information et surtout d'accès aux soins, avec tout particulièrement, on le sait, un manque de ressources de soins de proximité, comme les cabinets d'orthophonistes qui sont très peu nombreux dans ces secteurs-là de la ville. Du reste, lorsqu'on est face à cette problématique et que l'on veut aider le mieux possible des enfants qui sont en carence à la fois d'accès aux soins et de possibilités de ressources de soins, la seule issue possible est souvent de développer des remédiations dans l'école. Et c'est ce que finalement nous donne comme opportunité à la fois cette utilisation de la musique à travers divers outils comme Musadis, que je vais vous présenter dans un instant, et à la fois les données qui s'accumulent dans la littérature scientifique montrant l'effet positif de l'entraînement musical sur ces circuits défectueux chez les enfants qui souffrent de troubles 10. Alors si on voulait caractériser de manière schématique l'effet du milieu social sur l'incidence des troubles 10, on pourrait concevoir, comme cela est proposé sur cette figure, de distinguer
l'effet respectif de l'environnement et du biologique, hein, du milieu et du génétique, de la manière suivante. Alors que les deux se conjuguent pour influencer le développement cognitif par le biais de leur effet commun sur le développement cérébral, l'influence du génétique va s'exercer de manière d'autant plus nette que le milieu est plus aisé, alors que l'environnement joue de manière d'autant plus importante que le milieu est plus défavorisé. Vous voyez ici, dans les milieux les plus défavorisés, on est à 25 à 45% d'incidence des troubles 10, avec un environnement qui joue plus que le génétique. À l'inverse, dans les milieux les plus favorisés, on est autour de 10 à 12% seulement, avec probablement un rôle du biologique plus important que l'environnemental. Récemment, d'importantes découvertes sont venues conforter l'utilisation de la musique dans les troubles d'apprentissage et en même temps éclairer la nature de son efficacité. Il s'agit de travaux montrant que les différentes ondes générées par notre cerveau, connues pour suivre un comportement oscillatoire permanent, constitué de la superposition de plusieurs types de fréquences différentes, ce comportement oscillatoire de l'activité neuronale a été mis en relation avec diverses fonctions cognitives, et en particulier le langage et la lecture. Il a en outre été montré qu'on peut altérer ce comportement oscillatoire du cortex cérébral en faisant écouter à des enfants souffrant de troubles d'apprentissage, ici des sujets dyslexiques et dysphasiques dans ce travail d'une équipe lyonnaise, un rythme soit régulier, soit irrégulier, en le faisant écouter juste avant de leur proposer une tâche grammaticale, comme par exemple dire si une phrase comme « les enfants boivent du lait » est ou non correcte du point de vue grammatical. Alors, les auteurs ont, de manière très spectaculaire, montré qu'il suffit de faire précéder la tâche de l'écoute du rythme régulier, comme celui-ci, pour améliorer très significativement la performance dans la tâche grammaticale qui suit. En revanche, si on fait précéder cette tâche d'une écoute d'un rythme irrégulier, on va obtenir l'effet inverse, c'est-à-dire une aggravation de la performance dans la tâche grammaticale. Cette constatation laisse envisager d'importantes implications thérapeutiques en rééducation, comme nous le verrons. Aggraver ce score. Alors, quelles sont les conclusions qu'on puisse tirer à partir de ces données récentes ? Il y a deux pistes intéressantes qui, toutes les deux, convergent vers une justification de l'utilisation de la musique comme outil de rééducation. La première, le défaut de connectivité qui est retrouvé dans la dyslexie, mais aussi dans d'autres troubles comme la dyscalculie, la dysgraphie, voire le TDAH, sur lesquels on a montré assez récemment que des circuits pouvaient être mal connectés et qu'en améliorant ces connexions, on pouvait améliorer le trouble cognitif. Donc la pratique active de la musique peut consolider ces connexions et donc être utile à cet égard pour la remédiation de ces troubles. Et la deuxième piste, c'est celle du défaut d'ajustement temporel. Il a été suggéré que les enfants dyslexiques, par exemple, avaient des difficultés à ajuster leur rythme cortical, les oscillations corticales, au rythme du langage oral comme de la lecture, et que la pratique de la musique rythmique ou même de la danse pourrait adapter et contraindre ces oscillateurs corticaux pour améliorer in fine le déficit. Alors le dernier point que je voudrais aborder ici
C'est un exemple de travail expérimental qui a été fait aux États-Unis dans des milieux défavorisés où on a, sur de grandes populations, dans des secteurs très défavorisés de la ville de Los Angeles, proposé à un grand nombre d'enfants d'entrer dans un orchestre expérimental. Et l'entrée dans cet orchestre se fait en 2 temps. Une première année d'inscription sur la liste d'attente et à partir de la seconde année, un travail d'apprentissage d'instruments et d'apprentissage de jeux en orchestral. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que le groupe qui était sur la liste d'attente pendant 1 an a servi de témoin à celui qui a fait 1 an d'entraînement musical en orchestre. Et ce que l'on voit, c'est que les performances en lecture et en phonologie du premier groupe vont en s'affaiblissant au cours d'une année, ce qui est lié au fait qu'ils s'écartent de plus en plus de la norme, alors que le groupe qui a fait de la musique n'a pas cet effet délétère du milieu qui est visible dans l'autre groupe. En d'autres termes, le fait d'avoir fait faire de la musique à un groupe d'enfants de 8 ans d'âge moyen, dans des milieux très défavorisés, a empêché, a contré l'effet délétère de l'environnement socio-culturel défavorisé sur les fonctions cognitives de ces enfants. Alors nous-mêmes, nous avons utilisé un outil qui s'appelle Repère CE1, qui est largement diffusé dans les établissements de l'académie, et qui fournit une photographie à un moment donné des compétences cognitives d'une classe. Et on a montré que des classes entraînées avec MUSA-10 ont amélioré significativement les scores dans plusieurs des domaines explorés par cette batterie, en particulier la lecture et l'attention. Voilà, on voit ici, entre le mois de décembre du CE1 et le mois de juin, une amélioration très significative de 5 classes, des enfants de 5 classes de CE1 qui ont bénéficié d'un entraînement musical avec MUSA-10 par rapport à 3 classes qui n'en avaient pas bénéficié. Ça, autant pour la lecture que pour l'attention qui a été mesurée par ce test. Voilà, en conclusion, je dirais que nous avons maintenant une quantité d'arguments suffisants, tant de la part de la recherche scientifique que de la part des expérimentations faites par différentes équipes, dont la nôtre, pour tenter une généralisation de l'utilisation de la musique dans la remédiation des troubles d'apprentissage au début de l'élémentaire, dans les milieux les plus défavorisés, REP et REP+. Voilà, je vous remercie.